C'était juste à la bourre, visiblement. Avoir une meilleure visibilité, Lucie, si tu peux passer la slide après. Il va y avoir une présentation PowerPoint. Et donc, quand les intervenants parlent, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre avec la caméra. Vous avez la possibilité de déplacer cette petite fenêtre si elle vous gêne, si elle est affichée en plein milieu du PowerPoint. N'hésitez pas, vous avez la possibilité de la bouger. Voilà. Donc, je laisse la parole à Lucie qui va vous présenter le projet Découvert. Et Lucie, je ne sais pas, juste avant que tu commences, peut-être vérifier qu'il n'y a pas d'autres personnes dans la salle d'attente qui arriveraient. Non, je les ai fait entrer au fur et à mesure. Donc, Voilà. normalement, il n'y a plus aucune personne en salle d'attente. Bon, très bien. Je te laisse la parole. Ok, donc bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le projet qui est en partie à l'origine de cette matinée technique. Donc, chaque année, en fait, le BIVB et notamment le pôle technique organisent un appel à projets dans le but de sélectionner des projets sur des thématiques qu'on juge prioritaires pour l'année. J'ouvre juste, il y a des personnes en salle d'attente. Donc, l'objectif de cet appel à projets, c'est d'identifier des axes prioritaires et de sélectionner ainsi des projets. Et donc, le projet sur les couverts végétaux a été retenu en 2019 sur la thématique de la gestion des sols viticoles. Quelles alternatives aux pratiques actuelles? Donc, son objectif, c'est de s'intéresser aux couverts végétaux et aux engrais verts en tant que pratique complémentaire dans la gestion des sols pour les vignobles à haute densité. Donc, ce projet, il a une durée de 2 ans, donc il reste encore 1 an de projet. Et il est mené avec plusieurs partenaires, donc les chambres d'agriculture de Lyon, de Côte d'Or, le Vinipôle Sud Bourgogne, le GEST et Bio-Bourgogne. Donc sur le contexte qui est à l'origine du projet, donc c'est la technique des couverts végétaux qui est utilisée depuis de nombreuses années avec 2 utilités principales. La restructuration des sols pour l'effet couvert végétal et la fertilisation pour l'effet engrais vert. Donc, ça sera abordé un petit peu plus en détail par la suite. Et il y avait une nécessité d'évaluer cette pratique dans le contexte bourguignon avec nos caractéristiques de vignoble, notamment pour ce qui est vigne étroite, compaction des sols, fertilité faible à moyenne. Donc, ça nécessitait de tester et d'évaluer la faisabilité de la méthode sur notre vignoble. Donc, les objectifs du projet, à l'issue de la dernière année du projet, donc d'ici 1 an, l'idée, c'est de pouvoir vous fournir un ensemble d'informations fiables, validées et reproductibles sur cette technique, à la fois avec une approche technico-économique, donc avec une approche économique de la méthode, et aussi au niveau de la faisabilité technique. Donc, pour la faisabilité technique, dans le projet, il y a deux types d'approches. Il y a les plateformes expérimentales, où là, il y a par exemple différents mélanges qui sont semés. Et il y a aussi des réseaux de parcelles chez les viticulteurs. Donc, ce qui fait que ça fait un réseau d'un certain nombre de parcelles qui sont suivies, donc notamment sur l'état physico-chimique et biologique des sols, la dynamique de l'azote et la vigueur, la structure des sols et la flore adventice. Donc, l'idée de ce projet, c'est de suivre tout ça et à la fin, de pouvoir avoir des fiches pratiques sur la mise en œuvre de ces techniques au niveau du vignoble bourguignon. Donc, il y a aussi tout au long du projet, n'hésitez pas à venir, il y a des visites de parcelles qui sont réalisées. Les dates là, vous seront communiquées par la suite pour celles du mois de décembre. Mais l'idée, c'est de vous permettre aussi de voir par vous-même et de voir sur le terrain ce que ça donne et d'échanger avec les techniciens qui accompagnent le projet. Donc voilà pour ce qui est du contexte global du projet. Je vais maintenant laisser la parole à Benoît et Agnès qui vont rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Bonjour à tous. Donc, dans cette première partie d'introduction, on va juste reprendre quelques termes qui nous permettront de mieux comprendre ce qu'on peut attendre des couverts végétaux. Donc, pour qu'on soit tous d'accord, je vous ai remis quelques petites définitions
qui me paraissaient importantes. Déjà celle du couvert végétal. Vous rappelez que l'on peut parler de couvert végétal quand on a un couvert qui est semé juste avant ou juste après vendange. Donc, s'il est semé juste avant, on aura tendance à parler de couvert estival. S'il est semé juste après, c'est-à-dire plutôt septembre-octobre, on aura tendance à parler de couvert automnal. Ce couvert, sa vocation, c'est d'être détruit au printemps, généralement à partir de fin mars ou courant avril. Deuxième définition, c'est celle d'un engrais vert, parce qu'il y a souvent une confusion entre je fais des couverts végétaux, je fais des engrais verts. L'engrais vert, lui également, c'est un enherbement interrang qui fait partie intégrante de la famille des couverts végétaux, mais qui a la particularité d'avoir une visée fertilisante, comme on le verra plus tard. Donc, c'est souvent des couverts végétaux qui ont une charge en légumineuses plus importante. Et puis également, vous rappelez le cas de l'enherbement permanent, qui est un couvert naturel ou semé, et qui, lui, est souvent en place sur une ou plusieurs années. Alors, ce couvert, cet enherbement permanent, tout comme le couvert végétal, il peut être positionné tous les rangs, ou bien un rang sur deux, en fonction des contraintes que vous avez sur votre exploitation. Les objectifs autour du projet Découvège, c'était de pouvoir, en viticulture, avoir des sols qui fonctionnent ou qui fonctionnent mieux. Alors, je vous ai mis ce petit dessin qui dit « Un sol vivant est un sol en bonne santé », avec un agriculteur ou un viticulteur qui a des vers de terre dans la main. Juste vous rappeler que l'objectif des couverts végétaux, ce n'est absolument pas de faire un élevage de vers de terre, mais de retrouver une activité biologique, une fertilité au niveau des sols. Alors, 3 objectifs ont été ou sont travaillés actuellement sur le sujet couverts végétaux. Et c'est des objectifs pour le sol à 3 niveaux, au niveau physique, chimique et biologique. Tout d'abord, sur le compartiment physique, un des objectifs de l'implantation ou de l'utilisation des couverts végétaux consiste à améliorer la porosité. Comme vous le savez tous, on est en vigne étroite sur des interrangs qui subissent un passage régulier d'engins souvent de plus en plus lourds. Et donc, on a quand même une porosité qui est souvent limitée et qui est en relation directe avec la compaction ou le tassement. L'autre facteur, c'est la structure. L'idée à travers les couverts végétaux, c'est bien évidemment d'essayer d'améliorer la structure du sol en développant via certaines espèces un maillage racinaire plus dense. Et l'idée, c'est d'avoir des sols qui développent moins d'érosion et qui se tiennent mieux pendant la période automne-hiver. Également, on peut espérer qu'en développant une meilleure structure ou une meilleure porosité, on ait aussi une meilleure retenue de l'eau à travers les micro-agrégats. Donc, c'est l'objectif aussi de certaines expérimentations en créant un mulch au moment de la destruction des couverts au printemps. Sur le compartiment chimique, on essaie d'évaluer le rôle des couverts dans le recyclage de certains éléments chimiques. Alors, je vous ai mis quelques exemples, la transformation de l'azote atmosphérique en NO3- directement disponible via les légumineuses. C'est des choses qu'on évalue à travers des mesures de reliquat azoté pendant la période de développement de la vigne. On essaie d'évaluer également l'impact sur la limitation du lessivage azoté automnal. Ça, on en reparlera également un petit peu plus tard. Et on évalue également l'impact de l'utilisation de certaines espèces ou certaines plantes du type de la moutarde ou encore de la févrole pour mobiliser de la potasse qui n'est pas biologiquement disponible pour la plante. Au niveau du compartiment biologique, il faut voir l'utilisation des couverts comme une nourriture pour le sol ou une source d'énergie pour justement améliorer l'activité biologique du sol. Et donc, souvent, on parle des couverts végétaux comme des carburants des sols. L'idée, c'est bien d'apporter des matières organiques fraîches et labiles
qui sont relativement facilement minéralisables et qui vont aider à l'alimentation du cycle du carbone. Donc, vous comprendrez bien évidemment qu'en fonction de la date à laquelle vous allez détruire vos couverts au printemps, le côté matière organique fraîche et labile sera plus ou moins important. Dans les objectifs qui sont évalués également à travers les expérimentations, c'était celle de l'impact des couverts végétaux sur la vigueur des vignes. Donc, dans les différentes parcelles sur lesquelles sont implantés les couverts végétaux, on a des vignes avec des vigueurs correctes, mais d'autres avec des vigueurs plus faibles. Et on essaie, à travers des mesures de pesée de bois de taille, autres, d'évaluer l'impact sur la vigueur des différents mélanges. Également, comme je l'ai précisé juste avant, on mesure à travers les reliquats azotés à l'automne l'impact sur on va dire, la captation de l'azote disponible à l'automne via les légumineuses, via les crucifères, pardon, du style moutarde ou radis. Et bien évidemment, à travers l'observation, à l'aide de tests bêches, on évalue l'impact des couverts sur la structure des sols. Pour la suite, je passe donc la parole à Florent Bidot et Diane Guilhem sur la partie « Quand semer sous couvert ». Merci Benoît. Alors, je ne sais pas si vous voyez correctement mon écran. Donc, moi, je vais prendre la suite sur la partie donc, quand semer son couvert. Alors, en fait, des premières expériences, des premiers retours qu'on avait quand on a développé les couverts végétaux sur les vignobles de Bourgogne, on parlait plutôt de couverts de semis précoces, préalablement semés pendant la période estivale, donc entre mi-juillet et mi-août. Alors, on adapte un petit peu ces préconisations-là sur les derniers millésimes qu'on a eus et on se rend compte que jusqu'à fin septembre, les semis peuvent être réussis. Donc, il n'y a pas de calendrier fixe, ça va dépendre de plusieurs éléments que je vais vous développer. Voilà. Par contre, ce qui est admis, c'est qu'on est quand même dans des vignobles septentrionaux et que des semis à partir du mois d'octobre auront beaucoup plus de mal à se développer. Donc, fin septembre, début octobre, c'est vraiment la limite à ne pas dépasser. Donc, les moments de semis du couvert vont dépendre de différents paramètres. Alors, on peut retrouver dans ces différents éléments l'itinéraire technique en place dans la vigne entre le travail du sol, si c'est des vignes qui sont travaillées, des vignes qui ont des enherbements naturels maîtrisés. La mise en place du semis ne se fera pas de la même manière. L'organisation des vendanges et notamment ce qui est précocité. Effectivement, si on a des vendanges très précoces en août, début septembre, ça nous permet de pouvoir faire des semis a posteriori. Mais également, la date des vendanges va pouvoir jouer sur la réussite du semis. Si on a des vendanges mécaniques, des semis qui sont réalisés avant vendange, où on va avoir des passages successifs de mécanisation, vont pouvoir altérer le semis et donc des semis qui seront moins développés, moins bien réussis au cours de l'hiver. Enfin, il faut prendre en compte aussi dans la mise en place des semis l'organisation des autres chantiers, notamment tout ce qui est mécanisation avec les passages répétés qui pourront être des passages au niveau du pré-taillage ou des tarières lorsque les trous sont faits. Donc tout ça, c'est des éléments à prendre en compte sur la période de semis et aussi la manière dont on va mettre en place le semis sur un enherbement, enfin un semis sur tous les rangs, tous les interrangs ou alors des semis alternés. Les éléments vraiment essentiels à prendre en compte pour la réussite des couverts, ça va être donc 2 éléments déterminants. Les conditions météo suite au semis, mais également les sols. On a constaté dans les différents essais qui ont été réalisés jusqu'à présent que les semis étaient mieux réalisés et mieux développés dans des sols qui ont été préalablement travaillés, où la terre est fine, ou alors des sols qui ont été travaillés vraiment tout au long de la saison, à contrario des semis directs où la réussite du semis est plus variable. L'élément prépondérant pour la bonne germination des graines et la réussite donc, du semis, ça va être une pluie ou des pluies consécutives, donc un état de sol, une humidité du sol dans les jours qui vont suivre le semis.
Pardon. Alors, il y a d'autres éléments qui peuvent rentrer en compte dans la période de semis. Ça va être également le choix des espèces. En fait, certaines vont être très liées à des conditions climatiques particulières. On va avoir besoin de plus d'ensoleillement, de températures plus élevées pour se développer, alors que certaines espèces seront moins exigeantes. Donc ça aussi, sur le type de mélange que vous souhaitez semer, les espèces qui vont le composer, il faudra être très vigilant à l'importance des conditions climatiques pour les différents types d'espèces. Et certaines espèces seront très adaptées à des semis estivaux, alors que d'autres toléreront des semis plus tardifs jusqu'à fin septembre. Voilà. En fait, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir à ce qu'on souhaite faire, les espèces qu'on veut prendre, et avoir du bon sens. C'est vraiment l'expérience agricole, le bon sens paysan qui va prédominer sur la réussite des semis. Donc, entre état du sol, conditions météo, il faut réapprendre à connaître, le sol, connaître les besoins spécifiques des cultures semées. Et ça sera des points de réussite prépondérants au fur et à mesure de l'acquisition d'expérience que vous pourrez avoir. Je laisse Florent pour finaliser cette partie-là. Pardon. Bonjour à tous. Donc, je vais reprendre la main pour présenter la période de semis. Donc, merci Diane. Donc, effectivement, on a vu, il n'y a pas de suspense, hein, il n'y a pas de période idéale pour le semis. Chacun se fait un peu sa période idéale par rapport à son itinéraire technique, ses pratiques et son vignoble. L'idée générale étant quand même d'être en adéquation avec les disponibilités en ressources et les besoins de la vigne. Donc ici, là, on reprend sur ce graphique. Donc en vert, c'est l'absorption de l'azote par la vigne. Donc on voit que classiquement, hein, on a des besoins qui démarrent ici au printemps au stade 4-5 feuilles, qui deviennent de plus en plus importants, notamment dans la période de grossissement des baies. Et après, on a cette phase-là où la vigne est quasiment en autosuffisance, hein, elle vient consommer peu d'azote. Et finalement, c'est là où on peut implanter les couverts sans concurrencer la vigne, malgré des ressources disponibles qui peuvent être faibles. On ne vient pas impacter le développement de la vigne. Et à l'inverse, on a de nouveau un retour de besoins assez important au niveau de la maturité jusqu'à la récolte. Et en face, en parallèle, on a cette courbe rouge qui visualise en fait la minéralisation de l'azote, de la matière organique en azote, donc la disponibilité dans le sol. Donc l'idéal étant de semer sur cette période-là estivale pour consommer cet excédent d'azote dont parlait Benoît, qui peut être lessivé si on n'a pas de couvert en place. On va passer à l'illustration de ces semis-là, avec quelques exemples assez concrets. Donc là, je vous ai mis deux rangs de couverts végétaux semés cette année, donc à deux dates différentes. La photo de gauche, donc on a semé tout début septembre, juste la semaine après les vendanges, sur un sol préparé, en très bonnes conditions, mais en conditions très sèches. Et la photo du centre, donc c'est la même parcelle, et on a semé 3 semaines plus tard, fin septembre, en ayant laissé l'occasion au sol de se rehumidifier un petit peu avec quelques averses sur la mi-septembre. Et au final, donc les deux photos sont prises le même jour, il y a 3 semaines, là, un mois, le début novembre. Et on voit que les 3 semaines de décalage de semis, finalement, n'ont pas eu d'influence sur la réussite du lever. On a quelques centimètres d'écart sur la hauteur de végétation, mais c'est très insignifiant. Et on voit qu'on a donc à droite là un couvert qui est assez dense, qui est bien réussi,
toutes les espèces sont bien levées. Et si on regarde les conditions donc, de ces semis, donc le premier est intervenu ici début septembre, le second plus tard. Entre les deux, on a eu une période assez sèche, je disais quelques gouttes qui ont humidifié les sols, ce qu'on voulait attendre pour semer en meilleures conditions. Et finalement, ce qui a impacté, c'est ces épisodes pluvieux-là. Donc, on en revient à l'importance d'être positionné avant des pluies significatives qui vont permettre une levée et avant que les températures ne soient trop basses pour avoir un développement maximum avant l'hiver. Autre comparaison, autre cas, semis d'il y a 2 ans. Donc là, semis plutôt tardif, début octobre. On avait un couvert qui était très peu développé et finalement, au printemps, donc l'hiver 2018-2019 qui était plutôt doux, pas trop de gelée. Au printemps, on a une végétation qui a redémarré assez rapidement et assez fortement pour arriver à une biomasse assez développée, en tout cas suffisamment pour avoir un intérêt pertinent du couvert. Donc ces cas illustrent bien que finalement, le choix de la date n'est pas très impactant. Il faut vraiment privilégier les conditions optimum, que ce soit en termes de préparation de sol ou de conditions météo. Et ça va mettre toutes les chances de côté pour optimiser la réussite du semis et de la levée. Donc, je passe la main maintenant à Lyon, donc à Élise et Florian pour la partie mise en œuvre de ces semis. Merci Florent. Donc du coup, hop, c'est bon, je vais vous partager mon écran. Hop. Donc là, on va vous présenter comment mettre en place ces semis et comment les détruire. Donc, moi, je vais m'atteler à cette première partie de comment mettre en place les semis et faire le lien également avec le matériel dont vous aurez besoin. Donc, en fait, vous avez 2 possibilités. La première, c'est de semer à la volée. Donc, soit à la main si vous voulez vraiment juste faire un essai, ou alors on a certains viticulteurs pour débuter qui utilisent des semoirs qui distribuent donc à la volée, c'est-à-dire distribuer et déposent les graines à la surface du sol, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas enfouies. Alors, l'avantage de cette technique, c'est qu'elle est moins coûteuse que d'avoir un semoir. L'inconvénient ou les inconvénients, c'est que du coup, vous distribuez au large et typiquement, vous pouvez avoir des graines qui se retrouvent sous le rang et au moment de la destruction, ça va être un petit peu plus difficile de les savoir. La deuxième limite de cette technique, c'est le semis pour les grosses graines parce que dans vos mélanges, vous pouvez avoir des petites et grosses graines. Donc, grosses graines, on entend tout ce qui est pois, févrole. Et donc, ces graines-là, on préfère les enfouir autour de 3 cm dans le sol. Et donc, avec cette technique-là, du coup, vous aurez une levée qui peut être moins favorable au semis de ces grosses graines. Et l'autre possibilité que vous avez, c'est de semer donc, avec un semoir qui permet justement d'enfouir ces graines. Et ce semoir, il peut être auto-construit ou provenir du commerce. Et la différence entre les deux, c'est bien sûr le coût. Alors, nous, dans nos essais, on partage et on échange avec des viticulteurs qui ont auto-construit leurs semoirs, qui sont un petit peu bricoleurs. Donc, on n'a pas les coûts les temps de travaux, les temps qu'ils ont passé sur leur semoir. On a des retours sur le coût du matériel qui varie entre 1 000 à 2 000 euros. Pour un semoir clé en main provenant du commerce, là, les prix sont beaucoup plus importants. On est plus entre 5 000 à 10 000 euros. Et donc, c'est un coût surtout pour un passage dans l'année. Donc, pour un premier essai, c'est important peut-être d'essayer en demandant à un viticulteur qui a déjà un semoir
et à envisager peut-être en fonction de vos surfaces à acheter à plusieurs. Et enfin, le dernier point donc, qui rejoint un petit peu ce que je vous disais sur le semis à la volée, la largeur de semis est très importante parce que ce que vous allez mettre en place, il va falloir le détruire. C'est quand même le but du couvert végétal à la fin. Et donc, si vous faites une bande semée plus large que la largeur de vos outils à la destruction, du coup, ça veut dire est-ce que vous allez devoir repasser 2 fois ou alors est-ce qu'il y a des couverts qui vont rester et qui peuvent vous gêner ensuite pour le reste de la campagne. Ce que je vous propose, c'est de vous diffuser une vidéo très courte hein, que je vais vous commenter d'un semoir autoconstruit d'un viticulteur dans l'Yonne. Donc lui, en fait, il a récupéré une trémie d'un semoir agricole qu'il a adapté sur son enjambeur. Donc lui, il n'a qu'une seule trémie, c'est-à-dire qu'il fait l'ensemble de son mélange, il mélange ses petites et grosses graines, et après il part semer. Donc là, je ne l'ai pas dans la vidéo, mais aujourd'hui, il a rajouté une deuxième trémie où il sépare en fait les grosses graines des petites graines. Donc ça, c'est un point de vigilance. Si notamment vous chargez le tracteur à votre domaine et vous partez semer, si vous avez pas mal de routes à faire, en fait, les vibrations vont séparer le mélange que vous avez pu faire. Et donc, du coup, quand vous allez semer, vous n'aurez pas ce mélange homogène. Bon, lui, là, dans ce cas-là, il alimentait son semoir au bout de la parcelle, donc ça faisait le job. Mais aujourd'hui, voilà, il a apporté cette amélioration en mettant une deuxième trémie. Donc, en dessous de ce semoir, vous avez un distributeur qui est en fait un tube crénelé qui fait tomber les graines dans le réceptacle en dessous. Et ensuite, une soufflerie qui emmène ces graines en haut du semoir et qui se sépare en 2 distributeurs. Alors, vous avez également le système où les graines tombent par gravité et ensuite sont amenées au niveau du châssis pour qu'elles soient semées. Là, l'avantage, c'est qu'on évite en fait d'avoir des graines qui puissent boucher les tuyaux et d'avoir un débit plus régulier que quand ça tombe par gravité. Donc ensuite, c'est distribué de chaque côté et ensuite c'est distribué en 4, vous voyez, vous avez 4 tuyaux. Et donc, dans chaque tuyau, vous avez les graines qui sont amenées jusqu'à des dents vibrantes qui vont ouvrir le sol et permettre d'enfouir la graine directement donc sur une largeur de 50 cm. Juste derrière, vous avez les dents efface-traces qui permettent de recouvrir ces graines. Et ensuite, il compte sur le pneu pour appuyer et tasser le semis qui vient d'être mis en place. Et il a remis des roues derrière pour à nouveau tasser. Alors, on a un viticulteur notamment qui n'a pas remis ses roues derrière, qui compte juste sur la roue arrière pour tasser et ça a l'air de bien fonctionner aussi. C'est un plus à voir suivant l'équipement à mettre en place. Donc voilà, là c'est un type de semoir qui est proposé. Il y a différentes formes, mais l'objectif, voilà, c'est d'avoir au moins ces différents éléments qui sont nécessaires pour pouvoir semer. Donc là, je vous laisse juste, voilà, c'est le tracteur qui rentre dans la parcelle, vous voyez, qui met en place son semis, et derrière avec les roues qui appuient. Voilà. À présent, je vais laisser Élise continuer sur la partie destruction. Alors, bonjour à tous. Merci Florian. Hop. Du coup, maintenant, on va passer à l'étape qui concerne plus la destruction du couvert, en se focalisant du coup sur 2 parties. Donc, à la fois une partie qui concerne les leviers qui vont permettre de piloter cette étape de destruction, et aussi du coup en termes techniques, quelles sont aujourd'hui du coup les méthodes qui sont utilisées et le matériel qui peut aussi du coup être adapté en fonction des objectifs.
Donc, pour les différents points de pilotage pour la destruction, le but du couvert végétal, c'est bien évidemment du coup, de répondre à un certain objectif qui sera positif et qui du coup ne va pas rentrer en concurrence avec la vigne. Donc, le premier point à être vigilant, c'est de bien veiller à ce que la destruction du couvert se fasse pas trop tard pour que la vigne ne prenne pas d'aspect négatif de ce couvert-là. Donc, comme le disait Benoît avant, donc on privilégie une destruction du couvert à partir de fin mars ou pendant la première quinzaine d'avril pour du coup favoriser au mieux l'impact positif de ce couvert-là, sachant que l'on cherche à restituer ce couvert en fonction des espèces du coup qui sont implantées et que le but c'est de détruire le couvert maximum lorsqu'il est à floraison pour éviter du coup une montée en graines et que ça se ressème derrière et que ça puisse apporter aussi des points négatifs après pour la gestion du coup de ce couvert-là tout simplement. Donc, le but, c'est vraiment de détruire à la fois quand le couvert est à un stade optimum et qui répond aussi aux besoins de la vigne et ce qui rejoint notamment les graphiques que Florent vous a exposés sur les besoins en azote de la vigne au cours du cycle végétatif qui vont être différents. Et le but, c'est d'essayer d'adapter conjointement du coup, les deux stratégies. La problématique qui se pose, c'est malgré tout que chaque millésime est différent et qu'il va y avoir des conditions qui sont de plus en plus inconnues, et notamment sur le gel dans certaines parties du vignoble. Donc, la préconisation, c'est malgré tout de détruire ce couvert-là avant cette période de gel pour favoriser au mieux et limiter l'impact du coup négatif qu'il peut y avoir sur la vigne. Alors, du coup, donc l'impact du couvert pour le détruire, c'est bien évidemment de rapporter tout ce qui répond mieux aux objectifs. Après, en fonction des différentes méthodes de destruction, la différence, elle va s'opérer à la fois dans la vitesse de destruction et dans la vitesse de minéralisation. Et donc, c'est là qu'on peut faire une différenciation entre tous les outils qui peuvent être utilisés. Donc, vous pouvez faire dans un premier temps un broyage du coup au printemps qui sera suivi éventuellement par un enfouissement, du coup qui ne sera pas fait aussitôt, mais plutôt 10 à 15 jours après ce broyage-là, avec des outils comme des griffes ou des disques. Cette technique-là est assez efficace, notamment quand on a un couvert qui est assez dense. Ça permet aussi d'accélérer la vitesse de dégradation du couvert et du coup de l'adapter au mieux justement avec les besoins de la vigne pour que la vitesse de dégradation et du coup la minéralisation concorde bien justement avec les besoins de la vigne. En revanche, pour cette technique-là, il faut être vigilant à ne pas enfouir trop profondément dans le sol, du coup à vraiment faire un enfouissement superficiel pour éviter du coup toutes les fermentations anaérobies qui peuvent se faire dans le sol et qui peuvent du coup impacter négativement pour le coup l'effet du couvert. Une autre technique qui peut être utilisée, donc c'est le roulage. Donc il y a plusieurs rouleaux qui peuvent être utilisés à cet effet-là. Le but de ce roulage-là, c'est qu'on va avoir une dégradation pour le coup qui va être plus lente. Ça va être utile notamment pour former un mulch, donc sur des problématiques par exemple d'érosion, ça peut être adapté. Et il faut, ceci dit, aussi l'adapter par rapport au développement du couvert. C'est-à-dire que le roulage va bien fonctionner sur les espèces qui, par exemple, ont des tiges creuses ou c'est différencié en fonction aussi des espèces du mélange. Donc, ça peut fonctionner dans certains cas. Et après, il faut quand même le raisonner par rapport à du coup, ce qu'on a mis en place aussi au sein des couverts. Une autre technique qui est utilisée, c'est la tonte. Donc là, en l'occurrence, ça répond aussi peut-être à un objectif qui est différent. C'est notamment pour assurer une couverture du coup, pendant toute la saison, même si du coup, il faut rester assez vigilant par rapport notamment à cet effet de concurrence avec la vigne pour gérer au mieux du coup, la tonte tout au long du cycle végétatif. Alors, enfin, on vous a mis un petit graphique qui est issu d'une étude qui a été portée par l'IFV, du coup, dans le sud-ouest de la France. Cette étude-là, du coup, elle vous présente l'évolution du stock d'azote dans le sol en fonction du temps et répartie par différentes méthodes du coup, de destruction. Donc, le témoin, ça correspond à un enherbement naturel spontané. Vous avez une méthode de destruction avec une tonte et un déport sous le rang qui peut notamment être utile pour tout ce qui est gestion des maîtrises des adventices. Ensuite, vous avez une méthode avec un broyage puis un enfouissement et enfin un roulage pour du coup mettre en place un mulch sur l'interrang. Donc, c'est une étude qui a été faite sur un couvert qui était uniquement composé de févrole, donc là pour le coup, mais ça permet quand même malgré tout de se rendre compte justement de cette dynamique en fonction de la méthode de destruction.
Donc là, la destruction s'est faite au mois de mai. Et ce que l'on remarque, c'est que sur une modalité de destruction, broyage et enfouissement, on a bien du coup une vitesse d'apport d'azote qui est vraiment pas la même et qui est beaucoup plus importante que sur une méthode de destruction comme un roulage ou même en comparaison avec le témoin ou la tonte qui, eux, sont sur des stocks d'azote disponibles dans le sol qui sont du coup beaucoup moins importants. Donc, c'est intéressant de mettre en relation ce graphique-là avec celui justement de l'absorption de la vigne. Et on remarque bien qu'il y a vraiment un intérêt pour le couvert, pour la mise en place d'un couvert et ce que ça peut apporter au sol et donc à la vigne. Voilà pour moi. Et je laisse du coup la parole de nouveau à Benoît. Bonjour à tous. Benoît, je veux bien que tu me partages ton écran, s'il te plaît. Merci. Moi, je vais intervenir sur la partie comment choisir son mélange de semis et où se fournir. Donc, vous l'avez compris dans les différentes interventions précédentes qu'il y a un intérêt assez important de favoriser des mélanges, puisque chaque famille d'espèces ont des avantages différents et répondent à des objectifs différents. Donc, on vous a fait un petit tableau récapitulatif sur les attentes que l'on peut avoir selon les différentes familles. Les 3 grandes familles que l'on peut trouver dans les différentes espèces, c'est les graminées, les légumineuses et les crucifères. Donc, pour vous donner des exemples, au niveau des graminées, on peut retrouver l'avoine, le seigle. Au niveau des légumineuses, on a la févrole, la vesse. Et puis ensuite, crucifères, on est sur des plantes comme le colza, la moutarde, le radis. Alors, pour parler des graminées, donc au niveau des graminées, on a des racines qui sont fasciculées. Elles limitent notamment le lessivage des éléments fertilisants. Et l'avantage des graminées, c'est qu'elles participent à la structuration du sol, notamment en surface. Vis-à-vis des légumineuses, donc les légumineuses, grâce aux nodosités, captent l'azote atmosphérique. Et donc là, au niveau des attentes que l'on pourrait avoir par rapport aux légumineuses, on est plutôt sur de la structuration en profondeur et puis, grâce aux nodosités, un enrichissement du sol en azote après la destruction. Les crucifères, quant à elles, ont des racines pivotantes. Tout à l'heure, Benoît a parlé de la restitution en potasse, donc elles peuvent notamment y contribuer. Et donc, elles participent principalement à la structuration en profondeur, à l'enrichissement du sol en azote après la destruction et à la potasse. Et l'autre avantage qu'elles peuvent avoir aussi, au même titre que les légumineuses, c'est d'avoir un effet dépressif sur les adventices, notamment par le fait que c'est des plantes qui produisent beaucoup de biomasse assez rapidement et qui couvrent énormément le sol. Voilà l'intérêt d'utiliser des mélanges de différentes familles. Alors ensuite, on va passer à la diapo suivante. Benoît, s'il te plaît. Où trouver les semences et leur coût. Donc, il y a plusieurs fournisseurs qui sont capables de nous fournir des semences. On retrouve notamment Semences de Provence, Jouffret de Rio. On a aussi les coopératives agricoles céréalières du coin, Dijon Céréales, Bourgogne du Sud. Et puis, on peut les acheter aussi directement chez les agriculteurs. Au niveau du prix des semences, donc ça peut être très aléatoire. Au niveau des semences du commerce, on est plutôt entre 3 à 5 € du kilo. Alors que si on les commande en direct chez le producteur, on est plutôt à 1 à 2 € du kilo, voire un peu plus. C'est très dépendant de l'année, en fait, de la récolte que le producteur a eue. Moins il y en a, plus c'est cher. Donc voilà, tout dépend encore une fois de l'année. L'avantage des semences de producteurs est du coup un peu moins élevé que les semences du commerce, c'est de pouvoir augmenter un peu sa dose hectare et du coup de se donner un peu plus de chance déjà d'avoir un peu plus de biomasse et puis d'avoir une levée qui peut être parfois un peu moins bonne. Alors, un petit point de vigilance pour les producteurs qui sont certifiés en bio.
Le cahier des charges de l'agriculture biologique vous impose d'utiliser des semences qui sont certifiées en bio. Donc, voilà, votre choix ça va être déjà avant tout de s'orienter vers des semences certifiées. Et si jamais elles n'étaient pas disponibles, vous pouvez demander une dérogation sur le site www.semence-biologique.org. C'est en fait une dérogation qui vous permet de justifier que la semence que vous souhaitez utiliser n'est pas disponible en bio. Alors, je vais repasser la parole à Benoît qui va conclure et qui va présenter les différents points clés à retenir. Merci Agnès. Donc, quelques éléments de synthèse sur les couverts végétaux, si j'arrive à faire passer ma diapo suivante. Voilà. Donc, par rapport à tout ce qui a été dit dans les 3 quarts d'heure précédents, vous avez vu déjà l'importance du choix des espèces. On ne peut pas entrer dans le détail ce matin de tous ces choix et on vous laissera le soin de nous recontacter pour éventuellement en rediscuter. Mais ce choix d'espèces, il se fait bien évidemment en fonction des services qui sont attendus, le côté restructurant, le côté fourniture d'azote, le côté mobilisation potasse ou couverture de sol. Vous avez bien retenu, j'espère, que les associations d'espèces entre elles sont nettement plus favorables que de faire des mélanges mono-espèces. On a bien insisté également sur l'histoire de la date de semis, qui est quelque chose de très important, comme l'a montré Florent, en fonction de l'arrivée de pluies significatives ou non. Et dans les contextes climatiques des 2, 3, même 4 dernières années, c'est d'autant plus important. Et Agnès vient de le préciser, la disponibilité locale des graines peut être un gros avantage en termes de coût, vu que de toute façon, en viticulture et notamment en vigne étroite, on a tendance à nettement surdoser par rapport à la dose de semis qui peut être pratiquée en grande culture. Au niveau de la gestion du couvert, on a parlé date de semis, on a parlé mode de semis. Florian vous a montré que tout était possible au niveau du mode de semis. On n'est pas obligé, dès la première année, quand on veut tester, d'investir dans des choses à des prix extravagants. Il y a des choses qui peuvent se bricoler sur le domaine et qui fonctionnent très bien. La date de destruction, ça vous a été précisé, qui est très importante en fonction du rapport carbone sur azote du mélange. Plus vous attendrez, plus vous serez en concurrence avec le développement de la vigne. Et l'objectif des couverts végétaux, ce n'est pas forcément de mettre une vigne à plat, c'est tout le contraire. Et le mode de destruction est très important. Il est en lien direct avec le mode de semis, c'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager de faire des couverts végétaux aujourd'hui sans penser déjà à la destruction, à la date de destruction ou à la période et aux outils nécessaires. Donc les points limitants pour conclure, c'est bien évidemment le contexte pédoclimatique. On était parti bille en tête au départ et on était nombreux à être sur ce créneau de semis très précoce. On voit que les dernières années ne nous permettent pas. La densité de plantation, 1 mètre par 1 mètre, est un frein au développement de couverts très développés au printemps. Cette concurrence vis-à-vis de la vigne, on l'évalue actuellement. On n'a pas toutes les conclusions actuellement, mais on a déjà des choses qui commencent à sortir sur les différentes espèces qui sont testées. Bien évidemment, le risque de gel, c'est quelque chose à prendre en compte. Je pense que vous vous en doutez fortement. Si votre couvert est peu ou moyennement développé, il va faire uniquement qu'accentuer le risque de gel au printemps. Et puis, bien évidemment, le coût et l'organisation du chantier, la technicité, ça a toute son importance. Si cette technique se développe et qu'au final, elle a un coût exorbitant, ça n'aura que peu d'intérêt pour les domaines viticoles. Il faut que ça reste quand même modéré au niveau investissement et que ça soit utilisable par le plus grand nombre. Voilà. Agnès, est-ce que tu voulais parler de la fiche ? Alors, je veux bien parler de la fiche, oui, effectivement. Alors, on va la mettre en plein. Je remets, voilà. Donc, on a participé, toutes les structures, à l'élaboration d'une fiche technique qui s'appelle « Couverts végétaux
bien débuter. Donc, cette fiche est composée de 2 pages. C'est assez synthétique, mais ça peut vous permettre déjà de répondre à un certain nombre de questions. Et notamment, on aborde la définition des différents termes et les objectifs que vous souhaitez définir par rapport aux semis découverts végétaux. Donc, on vous a remis le lien vers l'extranet du BIVB pour télécharger cette fiche. Donc, c'est dans la partie technique et qualité, agenda technique et événements et formations. Donc là, vous pouvez la télécharger. Et sinon, pour ceux qui souhaitent venir aux visites d'essai, notamment pour la Côte d'Or cet après-midi, pour Lyon demain et pour la Saône-et-Loire le 11 décembre, on aura un stock de fiches à vous donner lors des visites découverts végétaux. Alors justement, moi, je veux bien enchaîner aussi sur les visites de nos plateformes d'essai. Donc, on a prévu 3 après-midi de visites de plateforme dans les 3 départements. Donc, la première aura lieu cet après-midi en Côte d'Or. Donc, on se donne rendez-vous. Il y a toutes les informations là que vous pouvez retrouver. On se donne rendez-vous à Allos-Corton. On va aller voir en premier un essai de la Chambre d'agriculture de Côte d'Or où on pourra voir différents mélanges. Et ensuite, on se rendra dans une parcelle à Savigny où on teste aussi d'autres mélanges, voilà, avec un semoir auto-construit. La prochaine visite aura lieu demain après-midi, le 4, dans Lyon. Donc, 2 plateformes d'essai visitables, une à 14h à Maligny et une à 16h à Bennes. À chaque fois, il y a les personnes contact, hein, donc si vous avez des problèmes, n'hésitez pas, ou des questions, n'hésitez pas à contacter les personnes contact. Et puis, la dernière visite en Saône-et-Loire aura lieu le 11 décembre, donc c'est la semaine prochaine. Et donc, sont prévues une visite de la plateforme de Ruy, de la parcelle de la Chambre d'agriculture, et suivie d'une parcelle, d'une plateforme à Chéilly-les-Maranges, pareil avec d'autres mélanges et un semoir autoconstruit. Et il me semble à cette occasion, vous aurez aussi la possibilité de voir un semoir autoconstruit. Voilà au niveau des visites de parcelles. Alors, il me semble qu'il n'y a pas d'inscription préalable, en tout cas pas pour la Côte d'Or ni pour Lyon. Je ne pense pas pour la Saône-et-Loire non plus, pour les visites d'essai. Donc, n'hésitez pas à venir à nos visites, même si le temps ne s'y prête pas forcément. Merci beaucoup, Agnès. Il y a pas mal de questions hein, sur le chat. Je ne sais pas, vous m'entendez bien? Oui. Oui. On t'entend. Donc, alors, on a une question sur la protection contre le gel. L'effet, enfin, utiliser des couverts concernant la protection contre le gel. Est-ce que vous avez quelques références ou des éléments à donner à ce sujet? Alors moi, je veux bien répondre. Par rapport au gel en vigne étroite, c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de commentaires qui sont faits sur les réseaux sociaux en disant si les couverts dépassent la hauteur des baguettes ou même le fil du dessus, on a une protection gel. C'est des choses qui étaient revenues, notamment des essais à Bergerac d'Éric Mail, d'Agrobio Périgord. Et nous, le constat qu'on avait fait notamment en 2018, c'était malgré des couverts qui étaient relativement hauts, hein, on avait un trèfle incarnat qui faisait 80 cm de haut, la parcelle a gelé à 100%. Donc moi, je reste très dubitatif par rapport à la protection gel des couverts végétaux, sachant qu'il est d'autant plus difficile ces dernières années d'avoir des couverts très développés fin mars, quand le risque de gel arrive. Et ce risque de gel, bon, en plus, il coïncide avec la période de débourrement qui s'avance chaque année. Donc, pour l'instant, nous, on n'a aucune de nos modalités qui nous a permis d'avoir un développement extrêmement important sur la dernière décade de mars. Si le gel intervenait sur fin avril, on aurait déjà des couverts nettement plus développés et peut-être qu'on aurait des conclusions différentes. Mais pour l'instant, on a plutôt vu un effet négatif des couverts vis-à-vis du gel qu'un effet positif.
D'accord, merci pour la réponse. Il y a une question concernant les vignes en coteaux. Est-ce qu'il y a des essais qui ont été faits et la personne demande si l'impact sur la vigne est plus important ou pas. Alors là, on en était à la partie destruction. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre sur ces… Élise, tu veux répondre ou… Donc là, s'il y a Enfin, eu des essais qui ont été faits sur des vignes en coteaux. alors, essais, en tout cas, nous, nos essais qu'on suit avec les différentes mesures, ils ne sont pas en coteaux. Mais par contre, on a des viticulteurs qui sèment sur des coteaux et chez qui ça se passe bien et on n'observe pas, si c'est la question, de perte de vigueur due à une concurrence. Et même, c'est un effet… c'est plutôt un avantage par rapport à l'érosion et au ruissellement durant l'hiver. Voilà. Après, je ne sais pas si les collègues ont d'autres Alors, choses à pareil, apporter. je veux bien apporter quelques précisions. On teste en Côte d'Or 8 mélanges différents donc dans une parcelle de coteaux, là sur Alos, très caillouteuse, et puis sur une parcelle de Promo Prissé, avec des terrains un peu plus profonds en bas de coteaux. Le constat qu'on fait cette année sur les pesées de bois de taille, c'est une dépréciation du poids de bois de taille dans la modalité où on a un trèfle permanent, un trèfle souterrain permanent, et qui, dans les conditions météo de 2020, a mulché relativement tard, au mois de juin, et a apporté une concurrence exacerbée aux 4 ans de vigne sur lequel il est implanté, où on a vu clairement une chute des feuilles prématurée, une récolte plus faible. Et puis, le constat qu'on a fait la semaine dernière en faisant des pesées de bois de taille, c'est qu'on est nettement inférieur à la moyenne des autres modalités. Donc, encore une fois, on revient clairement au choix des espèces en fonction du contexte sol et de la réserve hydrique qui est présente ou possible dans la parcelle. Et justement, pour rebondir là-dessus, on avait pas mal de questions, de personnes qui, par exemple, demandaient est-ce que le choix des lentilles est judicieux, est-ce que le choix du trèfle est judicieux et quelle dose en kilo-hectare je sème. Donc, en gros, derrière tout ça, moi, en tant que viticulteur, comment je peux me faire guider un peu pour choisir les espèces à implanter en fonction de mes caractéristiques? Est-ce qu'il y a des références? Où je peux trouver des données là-dessus? Il faut nous contacter. Non, alors quelques remarques, hein, encore une fois. Pourquoi la lentille? Pourquoi le lin? Toutes les espèces n'ont pas les mêmes vocations. Si on parle lentille ou même lin, c'est des espèces qui ne sont pas des grosses productrices de biomasse, par contre qui ont des systèmes racinaires relativement puissants et du coup très intéressants en association avec d'autres mélanges. Donc voilà, il faut voir les différentes caractéristiques à ce niveau-là. Et puis, concernant les trèfles, bien évidemment, si vous êtes en vigne basse et étroite, si vous êtes en vigne haute et large, le choix des variétés de trèfles aura son incidence entre un trèfle incarnat qui est une espèce fourragère et qui a tendance à se développer extrêmement rapidement avec beaucoup de biomasse au printemps, et un trèfle d'Alexandrie qui va rester plus contenu. Oui, le choix est important. Ensuite, au niveau des doses hectares, on a pour principe de travailler sur la dose de l'espèce en solo, hein, et qu'on divise par le nombre d'espèces du mélange. Et ensuite, on applique un surdosage qui va de plus 50 à plus 100% en fonction du type de sol dans lequel on intervient. D'accord, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres intervenants qui voulaient compléter ou… Il y avait une question sur justement, est-ce qu'il Juste faut une remarque planter… peut-être. Oui, Ouais, vas-y. une remarque sur les doses de semis, effectivement, comme l'a dit Benoît. C'est important de doser assez fortement par rapport aux doses recommandées par les semenciers souvent. Alors certes, il faut prendre l'équilibre
entre le coût et l'intérêt de la pratique, parce que plus on augmente la densité de semis et plus ça va coûter cher, d'où l'intérêt d'essayer de trouver des semences à moindre coût. Mais en tout cas, ça va favoriser quand même la réussite d'avoir un semis le plus dense possible, ne serait-ce que des années comme là, cette année 2020, avec un automne particulièrement propice au lever, c'est aussi propice au lever d'adventice. Donc, plus on aura un couvert rapidement en place et le plus dense possible, plus on va limiter la pousse de plantes indigènes, quoi. Voilà. Et après, effectivement, nous, on part sur un principe d'appliquer la dose recommandée, mais concentrée sur la bande de semis. Donc après, selon si on sème tous les rangs ou un rang sur deux, on fait du x2, voire x3 quoi, sur les doses de semis recommandées. Et justement, il y avait une question à ce sujet. Est-ce qu'il faut semer sur tous les ronds ou un rang sur deux? Et comment on choisit? Alors, comment on choisit? On choisit beaucoup, c'est mon point de vue, on choisit beaucoup par rapport aux pratiques et au matériel qu'on utilise. Tout dépend si on est équipé d'un tracteur monorang, d'un 3 rangs, pour éviter un maximum de rouler sur les bandes semées. Donc effectivement, si on sème un rang sur deux, ça laisse quand même des rangs accessibles pour les travaux. Et ça va dépendre aussi de l'état de la parcelle. Est-ce qu'on a un objectif de structuration du sol ou de redressement de vigueur, quoi. Mais de manière générale, moi, j'aurais plutôt tendance à dire de privilégier les semis un rang sur deux, au moins sur une période un petit peu de tâtonnement et d'évaluation de cette pratique-là, quoi. De peut-être pas se lancer sur un semis tous les rangs qui peut générer un certain coût, et tant qu'on n'est pas sûr de l'intérêt et qu'on a encore besoin de se caler sur les espèces, sur les semis, etc., peut-être partir sur quelque chose de plus exploratoire en pratiquant un rang sur deux. D'accord. Il y avait une question concernant plus le volet sanitaire. Donc, sur une vigne atteinte de cournouée, quel serait l'objectif du couvert? La personne précise, est-ce que ça augmente l'azote disponible dans le sol? Et donc, est-ce qu'il faut plutôt privilégier des légumineuses? Oui, effectivement, de toute façon, la tendance est à apporter un peu plus d'azote dans les vignes qui sont atteintes de cournouée pour essayer de compenser le préjudice lié à la virose. Au niveau des mesures que l'on a faites en Côte d'Or sur les reliquats azotés, donc la disponibilité en azote, on va dire à un instant T, notamment en sortie floraison, selon le pourcentage de légumineuses qu'on a dans les mélanges, plus on charge en légumineuses, forcément, plus on aura un retour azote important. Et là, dans les dernières mesures, on arrivait par rapport aux témoins sans couverts végétaux, donc qui correspond à un témoin travail du sol classique chez nous. On a on va dire un plus au niveau azote de 28 unités en moyenne sur 3 ans. Donc, effectivement, tout ce qui pourra booster un petit peu plus et ramener de l'azote à ce moment-là sera favorable pour contrer, on va dire, un petit peu l'impact du cournouée. D'accord. Après, Benoît, juste peut-être pour préciser, ça, à mon avis, ça ne peut pas faire de mal, mais il y a des essais qui sont en cours en appliquant des fertilisants à des doses supplémentaires sur des vignes cournouées, et ce n'est pas ça qui règle non plus le problème. Bien évidemment, oui, on est d'accord. Oui. C'est un plus, mais voilà. Il y avait une question sur la destruction par roulage, dans la mesure où on sème, par exemple, pendant vendange, à quel moment on détruit le couvert si on détruit par roulage? Alors du coup, moi je veux bien répondre à ça pour le coup. Du coup, comme on le disait justement, le but c'est de détruire le couvert à partir de fin mars ou en tout cas pendant la première quinzaine d'avril, sachant qu'en fait les paramètres qui sont pris en compte, c'est à la fois le stade de développement du couvert et aussi du coup le stade de développement de la vigne, tout simplement pour pas que ça du coup lui porte préjudice et aussi prendre en compte les conditions du millésime et notamment le gel comme on l'abordait
juste avant. D'accord. On a une question sur la concurrence vis-à-vis de l'herbe entre les ceps. Est-ce qu'il y a un effet concurrentiel? Alors moi, je veux bien essayer de répondre. Entre les ceps, c'est pas si on a semé avec si on n'a pas semé à la volée, il n'y a pas de raison qu'il y ait de concurrence avec les mauvaises herbes. Donc, les mauvaises herbes vont quand même pousser. Là où on a semé les couverts végétaux, c'est ce que je disais tout à l'heure, suivant les différentes familles, on peut avoir un effet dépressif sur les adventices qui peut être plus ou moins important, notamment quand on choisit des légumineuses ou des crucifères. On a, pour certaines espèces un fort développement de biomasse. Et qui dit fort développement de biomasse dit une bonne occupation de l'espace et donc une concurrence avec les mauvaises herbes. D'accord, merci. Alors, on a une question de Margot qui demande si on fait un roulage du couvert au printemps, mais qu'on garde en fait le paillage issu du roulage l'été. Quand est-ce qu'on sème le prochain couvert? Est-ce que ça nécessite une destruction en amont ou une autre intervention du coup avant de semer? Sur cette question-là, alors c'est vrai que c'est entre la partie destruction et la partie mise en place du couvert. Ça rejoint aussi tout ce qui est question de préparation des sols pour préparer au mieux du coup l'implantation du couvert. Donc, si le paillage est mis, en tout cas, est bien mis en place pour l'été, oui, il faudra retravailler en tout cas pour préparer au mieux la mise en place du couvert prochain. D'accord. Le recul qu'on a, enfin le peu de recul qu'on a sur les semis comme ça direct sous couvert sont pas forcément concluants quand même. Oui. On part plutôt Oui. sur un travail du sol préalable, alors qu'il soit fait juste avant, spécifiquement au semis, ou ça peut être aussi, pour ceux qui vont semer assez tôt, on peut se contenter du dernier passage de griffe fait au mois de juillet, par exemple, si le sol ne s'est pas trop ressali. Mais semer au milieu d'un couvert, c'est rarement gage de réussite, quand même. D'accord, merci. Et on avait une personne qui plus globalement demandait quel type de semences implanter en fonction du type de sol. Donc là, je crois que vous aviez déjà répondu à la question, qu'on peut vous contacter pour avoir des références sur les espèces à implanter en fonction de ces caractéristiques. Oui, ça sera le plus simple. Oui, je pense, parce qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions de cas concrets dans le webinaire. Et enfin, là, en fin de discussion, il y avait pas mal de personnes qui échangeaient sur la mise en place de couverts avant replantation, après arrachage. Là, on est dans un cadre un petit peu différent puisque le webinaire portait sur les couverts interrants. Mais voilà, si vous avez quelques éléments à apporter sur l'effet nématicide de certains couverts avant une replantation, voilà, vous avez la parole. Qui se lance? Est-ce que vous avez quelques références là-dessus sur les jachères? Florian. Oui, non, mais après, moi je connais, il existe déjà quelques mélanges dits nématicides en fait que vous pouvez semer. De ce que j'ai pu voir, ça s'implante assez bien. Alors par contre, j'ai pas toutes les espèces en tête. Je sais pas si Benoît tu as ça, mais en tout cas, il y a une liste qui avait été construite des espèces nématicides. On pourra retrouver ça si ça vous intéresse, mais aujourd'hui, même au niveau des fournisseurs, ces mélanges-là sont assez connus avant plantation. Voilà. Et du coup, alors, attention, oui, pardon, vas-y. Oui, je voulais dire que l'objectif de ces mélanges-là, c'est de diminuer potentiellement le temps de repos qui est nécessaire pour éliminer
les nématodes vecteurs du cournois. C'est ça l'objectif en fait. Mm, mm, mm. Là, à ce sujet, vous pouvez aussi aller faire un tour sur le site internet du PNDV, Oui. du Plan national dépérissement, puisqu'il y a des supports sur ces sujets-là, hein, sur la jachère, sur l'implantation de couverts. Donc, n'hésitez pas aussi à aller chercher de l'info, que ce soit sur le site extranet du BIVB ou sur le site internet du Plan national dépérissement. Alors, je vois qu'on a d'autres questions. Alors, juste un petit point de vigilance sur les mélanges nématicides. Souvent, dans ces mélanges, on retrouve des espèces telles que la luzerne. Donc, il faut juste savoir qu'à partir du moment où vous mettez en interculture, vous semez de la luzerne, l'objectif n'est pas de replanter votre vigne 1 an ou 2 ans après, parce que sinon, vous allez être vraiment envahi par la luzerne, et ceux qui en ont fait l'expérience pourraient en témoigner. Donc, attention au mélange tout fait. Si vous êtes sur des rotations plutôt courtes et que vous avez pour objectif de replanter après 1 an, 2 ans, 3 ans de repos, évitez la luzerne notamment. Après, vous avez d'autres espèces connues pour être nématicides, style lupin, vesse velue, la tagette ou des choses comme ça, qui peuvent être utilisées. J'insiste bien sur la luzerne, qui peut être très, très envahissante et très contraignante pour la jeune plante. D'accord, d'accord. Canel a une question. Elle demande si le broyage des sarments convient aux enherbements ou est-ce que vous conseillez un brûlage? Alors, moi, je veux bien répondre parce qu'on a une de nos plateformes là en Côte d'Or où le viticulteur broie les sarments. Alors, à mon sens, ça n'empêche pas de broyer les sarments. C'est juste que on va forcément rouler sur les couverts végétaux. Donc voilà, c'est le point de vigilance à avoir. D'accord. Le viticulteur chez qui on a nos plateformes, en côte de nuit, broie ses sarments, mais sème ses couverts végétaux 1 rang sur 2. Donc voilà, il arrive à gérer de cette manière-là en mettant ses andins de sarments dans les rangs non semés. Ouais, voilà. L'idée, c'est pas forcément de révolutionner ces pratiques par rapport au couvert. Enfin, pour ceux qui sont intéressés, c'est d'adapter par rapport à ce qu'on fait déjà. Donc, si les sarments sont broyés, il n'y a pas de raison à passer sur du brûlage. Effectivement, si on sème 1 rang sur 2, ça peut être facilement compatible, quoi. D'accord, merci. Il y avait une question pour savoir, est-ce que vous avez un peu des références sur tout ce qui est l'impact des couverts sur la vie du sol? Donc la personne précise faune, microbienne, lombrique, capacité d'échange avec la plante, les mycorhizes. Alors, pour l'instant, on n'a pas trop de retours. Dans un certain nombre de parcelles, on a réalisé une analyse biologique avant l'implantation des couverts, et on refera ce type d'analyse une fois l'expérimentation terminée. Donc, pour l'instant, il est un peu tôt là-dessus. Et sur les plateformes en Côte d'Or, on a un suivi qui est réalisé par l'INRAE sur le sujet mycorhize par Pierre-Emmanuel Courty. Ouais, donc, pour l'instant, c'est tout nouveau. Juste une remarque. Donc, nous, on n'a pas fait ces évaluations sur les couverts végétaux spécifiquement. Par contre, on a comparé depuis pas mal d'années l'impact d'un enherbement permanent comparé à du travail du sol régulier, où là, la partie enherbée, on observe beaucoup plus de vers de terre et d'activité microbiologique dans les sols. Donc, l'intérêt du couvert en place, il est réel. Après, est-ce qu'il est différent entre un couvert permanent et un couvert temporaire comme on l'imagine végétaux? Ça, c'est pas forcément encore validé, mais ce qui est sûr, c'est que des racines et un couvert en place va améliorer le fonctionnement du sol. C'est mesuré et c'est avéré. D'accord. Et est-ce que vous avez des références par espèce de l'apport d'azote? Par exemple, la personne demande combien d'azote un semis de févrole à 100 kg/hectare apporte à la vigne. Est-ce que là, sur ce sujet, il y a des références pour faire un bilan Ouais.
Non, des références, pas spécialement, parce que ça dépend quelle biomasse on sortira au printemps. Après, aujourd'hui, il existe des méthodes, une méthode qui s'appelle la méthode Merci, hein, qui consiste à peser la biomasse d'une espèce sur 1 mètre carré en sortie d'hiver, juste avant la destruction. Et cette méthode, elle est maintenant en ligne, avec un calculateur qui est en ligne, qui est très bien fait et qui permet d'avoir une idée du potentiel, on va dire, relargué en azote, en phosphore, en potasse et en magnésie par certaines espèces. Alors, je précise bien, c'est du potentiel, hein, parce que derrière, il faut que les conditions de minéralisation printanière ou début d'été soient favorables pour que ça fonctionne bien. Mais voilà, mais après, il n'y a pas de recette toute faite à l'avance en disant je sème à 100 kg et j'aurai X unités d'azote restituées au printemps. D'accord. Est-ce que vous pouvez rappeler le nom de la méthode et Merci. où est-ce qu'on peut trouver le calculateur? C'est disponible en ligne en tapant En tapant méthode Merci. Merci comme merci. RCI? Ok. Voilà, ouais. On a toutes les infos, merci. Est-ce qu'il y a un retour d'expérience sur les semis sous le rang? Je peux peut-être en parler un petit peu. Ah oui. Donc nous, on en essaye sur la parcelle de la Chambre d'agriculture de Lyon. Là, ça fait 4 ans où du brome des toits et de l'orge d'airain ont été testés donc sous le rang. Donc avec l'objectif de ne pas passer d'outils en fait sous le rang et de le passer uniquement dans l'inter-rang. Alors, c'est des semences qui, à la fin, sont assez chères. Donc, nous, on a voulu les tester. Ça fait une bonne couverture. Les 2 premières années, ça couvre assez bien le sol. Nous, on n'a eu aucun passage d'outils. Mais dès l'année dernière, en fait, on a vu des trous, c'est-à-dire que l'orge d'airain et le brome des toits n'ont pas suffisamment poussé. Donc, il y a des adventices qui sont mis dedans. Et là, cette année, du coup, si jamais vous venez à la visite, je pourrais vous le montrer, mais c'est pas satisfaisant, quoi. Au bout de 4 ans, là, au printemps prochain, on passera un coup d'intercé et les griffes pour tout retourner parce que ça n'a pas tenu, quoi, dans le temps. Et à côté de ça, sinon, on a testé du PCT, donc pâturin commun trèfle. Donc, ça avait été mis pendant 3 ans, donc sous le rang, pareil, ça avait bien fonctionné. D'après le retour d'expérience des collègues, en fait, au bout de la 3e année, le problème, c'est le pâturin qui occupe l'espace en début de campagne. Là, il est monté, il n'a pas poussé en fait à cause des conditions de sec en début de campagne. Et donc, du coup, ensuite, c'est le trèfle qui a pris la place, mais il n'y avait que du trèfle. Donc, ça devenait un peu concurrent et ça a monté au niveau du fil de baissage. Donc là, nous, on a remis en place un semis cette année. Il est parti. Là, le pâturin a bien poussé. On attend le trèfle. Mais voilà, on relance l'expérience. Donc, tout ça pour dire que, en tout cas, pour ce que nous, on a testé, c'est un procédé qui semble intéressant. Après, pose la question du coût et de la tenue dans le temps aussi. Voilà. Mais si jamais certains d'entre vous viennent à la visite de parcelle, on pourra en discuter, bien sûr. Ouais, juste un retour d'expérience. Là, nous, on avait mis en place il y a plus de 10 ans hein, des semis sous le rang, donc à base de pâturin, mais très, très gazonnant. Donc, les premières années, c'était plutôt intéressant. Hein. On n'avait pas trop d'impact sur la vigne et une tenue qui était correcte. Et en 2011, après un printemps très très sec, clairement, la vigne a été bloquée et on a dû mettre fin à l'essai assez rapidement parce qu'on avait perdu la moitié de la vigueur et 3/4 de la récolte. Donc, les pistes sont plutôt vers des espèces peu concurrentielles, comme a cité Florian, sur des bromes, des choses comme ça, qui sont moins gourmands en eau et en azote que même des pâturins qui pourtant étaient censés faire très peu de pousses. Et là, on est en train de réfléchir à des installations d'espèces un peu plus originales, type piloselle. Voilà, on a une petite démonstration là sur les vignes du lycée. Et on réfléchit à la mise en place, parce que ces plantes-là, elles doivent être repiquées, on ne peut pas les semer. Donc, c'est
plutôt un frein quand même sur l'installation de plus grandes surfaces. D'accord. Est-ce qu'il y a une question, est-ce que l'analyse de sol peut être un outil pertinent pour choisir quel couvert semer? Et si oui, sur quels paramètres se baser dans l'analyse? Quels paramètres peut nous renseigner pour choisir un couvert, pour choisir des espèces? Moi, je ne suis pas sûr que l'analyse de sol permette de vraiment choisir les parcelles les plus adaptées pour implanter des couverts. Je pense que c'est déjà en ayant une bonne connaissance de sa structure de sol et puis de la vigueur de ses vignes qu'on peut mettre des priorités sur l'implantation des couverts. Après, si l'analyse de sol, elle apportera une idée de la teneur en matière organique du sol, du rapport C sur N, de la teneur en potasse et magnésie, mais ce n'est pas forcément fondamental pour moi pour débuter avec la technique. D'accord. Il y avait une question sur la fixation d'azote dans les nodosités. Dans le cas de la févrole, est-ce que l'azote qui va être restitué par la févrole, elle est plus intéressante dans sa biomasse ou alors dans les nodosités? Après, pour bénéficier de l'azote présent dans la nodosité, il faudrait que la févrole reste en place sur toute la campagne. Et là, ça devient un peu risqué en termes de concurrence, quoi, parce la févrole, c'est quand même une plante qui se développe très généreusement et qui va venir concurrencer la vigne sur d'autres ressources, notamment les ressources en eau. Donc là, dans un objectif de semis temporaire, on vise plutôt l'azote présent dans la biomasse, à travers justement une espèce qui se développe plutôt bien sous nos climats. D'accord. Je crois qu'on a fait le tour des questions. De toute manière, j'invite les participants à vous contacter directement s'ils ont des questions complémentaires. Et pour cela, quand on aura fini le webinaire, j'enverrai à tous les participants inscrits un petit questionnaire de satisfaction à nous retourner, à remplir sur le webinaire, et les intervenants seront en copie mail. Donc comme ça, vous pourrez, si vous avez des questions complémentaires, poser vos questions. J'enverrai également, quand ça sera en ligne, donc un petit peu plus tard, le replay du webinaire et puis le diaporama. Je vous enverrai à tous le lien pour pouvoir récupérer l'intégralité du diaporama, et vous pourrez aussi revisionner le webinaire. Je remercie tous les participants qui sont venus aujourd'hui nombreux se connecter. Vous étiez près d'une centaine, et je remercie vraiment chaleureusement tous nos intervenants qui ont travaillé en amont pour vous proposer une synthèse en 1 heure sur ce sujet qui est assez complet. Donc voilà, merci beaucoup à tous, et puis rendez-vous pour un prochain webinaire. À bientôt. Bonne fin de journée à tous. Ah oui, bonne fin de journée. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne fin de journée, ciao. Salut.